Il accepta d'un signe de tête. Elle lui serra la main et s'éloigna rapidement. L'étrangeté de ce visage lui faisait peur, comme un cauchemar. Était-ce la maladie seule qui avait ainsi brisé cet homme dont la douceur cachait tant d'énergie profonde? Elle rejoignit ses amis, le cœur trouble, incapable d'entendre les mots que disait Étienne au sujet d'une tapisserie gothique devant laquelle il avait arrêté le groupe des femmes. Au moment où elle avait abordé Éric, André, qui causait avec Léonora à l'autre bout de la salle, avait dit d'un ton moqueur: Tiens, voilà Jacqueline en conférence avec votre bon ami. Il habite donc Paris maintenant, que fait-il? Est-ce qu'il s'occupe d'objets d'art? Oui, il s'intéresse beaucoup à toutes ces choses. Quelle dégaine extraordinaire il a, fit André. Et tous deux, pendant un instant, restèrent silencieux, observant la conversation de Jacqueline et du libertaire. C'est déjà fini. Il paraît qu'il n'avait pas grand-chose à se dire, à moins pourtant que ce ne fût tellement intense que 3 paroles aient suffi. Vous êtes toujours en intimité avec ce Scandinave? Je l'aime beaucoup, répondit Léonora en détournant la tête. Trop? Ne plaisantez pas là-dessus, ça m'est pénible. Je ne plaisante pas, il s'en faut. J'ai toujours peur. De quoi? Qu'on ne me prenne le peu que j'ai de vous. Cet individu vous aime ou vous a aimé. Je l'ai vu à notre première rencontre. Même, c'est ce jour-là que j'ai commencé à être jaloux de lui. Ah, ça ne date pas d'hier, mais parlons d'autre chose. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Tant mieux. Je vous demande sérieusement de vous expliquer, dit Léonora avec une agitation piteuse. Il y a sous vos réticences un doute qui me blesse affreusement. Déjà, dans vos lettres cet été, j'ai senti que vous aviez une idée que vous ne disiez pas. Je vous en prie. Eh bien, oui, je vous dirai cela un de ces jours chez vous, mais pas maintenant, pas ici. Est-il possible que vous soyez à ce point indifférente, que vous ne voyez rien du trouble dans lequel je suis? Elle n'eut pas le loisir de répondre. La bande de madame d'Audichant les rejoignait. On en avait assez des bibelots, on allait prendre le thé chez Colomba. 8. Lorsque André Desmoustiers entra chez mademoiselle Barozzi le surlendemain, il la trouva assise dans un fauteuil, inactive et soucieuse. Ils parlèrent du froid qui était vif. André s'informa de son travail, demanda quand elle lui chanterait quelque chose de son opéra. Léonora se jeta sur ce sujet de conversation, donna des détails sur une difficulté qui surgissait du caractère même du poème. Elle semblait trouver un agrément à entendre le son de sa propre voix. Ils étaient accoutumés à causer ensemble. Monsieur Desmoustiers venait plusieurs fois chaque semaine passer quelques minutes chez Léonora. D'ordinaire, ils avaient un ton de camaraderie facile, mais ce jour-là, une gêne les paralysait. Vous semblez préoccupé, dit Léonora avec un peu de son ancienne brusquerie. Je suis malheureux. Qu'y a-t-il? Des ennuis chez vous? Il me semblait pourtant. Oh non. Alors quoi? Vous êtes amoureux peut-être? D'un geste maladroit, elle prit un journal ouvert sur la table, voulut le plier, et le laissa tomber. Oui, c'est vrai, répondit André d'un ton très simple. Ça devait arriver. Vous ne pouvez pas vivre sans passion. Vous avez dit le mot passion, c'est bien cela. J'ignorais ce que c'est qu'aimer passionnément. Rassurez-vous, ça ne durera pas. Grande amie. Ah non, ne me regardez pas avec ces yeux féroces, ça me fait mal. Prenez garde. Vous touchez à des choses plus graves et plus douloureuses que vous n'imaginez. N'en parlons plus. Si, parlons-en, tâchez de me comprendre. J'ai toujours traité l'amour comme un magnifique amusement. Pour la première fois de ma vie, je suis pris par quelque chose. C'est atroce, voyez-vous. D'aimer une femme qu'on a le devoir absolu de respecter et dont on sait que jamais, jamais, elle ne vous aimera. Madame d'Audibert? Oui, j'avais bien remarqué au printemps, mais je ne la croyais pas à ce point respectable. Madame d'Audibert, cette sotte prétentieuse, quelle folie! Les choses folles ne sont pas forcément invraisemblables. Ah, je vois, c'est madame Rudy. Mais de quoi vous désespérez-vous? Elle ne se cache guère des sentiments que vous lui inspirez. Non, ce n'est pas madame Rudy. Je n'ai pas de goût pour les chemins battus.
Alors, madame Steinweg, non. La petite masquerée, non, non. En effet, aucune d'elles ne correspond à l'idée d'impossibilité. Je ne devine pas. Grande amie, vous me parlez avec ce ton que je n'ai jamais oublié, et que vous aviez le jour où vous m'avez dit si rudement que j'étais un sensuel à volonté faible. Vous souvenez-vous? C'était à Bayreuth. Comme c'est loin ce temps-là. Oui, loin, très loin. Comme tout est différent aussi. Qu'est-ce qui est différent? Vous, moi, tout le monde. C'est vrai. Vous m'avez recréé. Il n'y paraît guère. Vous voilà au même point où vous étiez avec cette Simpson. Ce n'est pas elle, au moins. Mais non, voyons. Comme vous vous trompez, en croyant que je suis le même qu'alors. À quoi pensez-vous? Demanda mademoiselle Barozzi après un très long silence. À des choses que je n'ose pas vous dire. Pourtant, je suis venue bien décidée à m'expliquer. Cela ne peut plus durer ainsi. Moi aussi, j'ai besoin de m'expliquer. Vous avez dit l'autre jour au Petit Palais des paroles qui m'ont inquiétée, blessée. Oui, je sais. Mais je vous blesserai plus encore si je dis le fond de ma pensée. Cependant, il le faut. Certes, il le faut. Vous pensez qu'Eric Hansen est amoureux de moi. Et sincèrement, vous croyez que moi aussi. J'en suis sûre. Léonora éclata d'un rire convulsif et faux, qui s'interrompit net, elle avait les joues brûlantes. Faut-il que je vous jure que vous vous trompez? C'est inutile. Vous ne me persuaderez pas. Je connais les allures de la passion, et depuis des mois je les ai vues chez vous, toutes. Quand vous jouez, j'entends bien autre chose que votre génie dans la terrible expression que vous infusez à la musique. Et vos silences, que de fois je les ai écoutés. Vous ne savez pas ce qu'on aperçoit dans vos yeux qui regardent ailleurs. Il y a de l'amour dans chacun de vos gestes. Tenez en ce moment, vous croyez avoir de la colère dans le regard? C'est de la passion que j'y vois. Cet individu vient chez vous, vous allez chez lui, ne niez pas, je le sais. Je vous ai fait suivre. De quel droit? Ah, de quel droit? Ne me poussez pas davantage, nous le regretterions tous les deux. Avouez que vous l'aimez, que vous êtes sa maîtresse, je n'ajouterai pas un mot, de quel droit? Vous venez de le dire, vous ne répondez pas. Vous ne pouvez pas répondre, ça suffit. Voyons, vous me prenez donc pour un imbécile. Vous vous êtes figuré que j'allais admettre qu'on pût être tranquillement l'ami d'une femme comme vous. C'est pour parler musique, n'est-ce pas, que vous allez passer des heures entières dans sa chambre. Allons donc. Il se leva et marcha par la pièce. Léonora vint auprès de lui. Écoutez, dit-elle, d'une voix que les larmes commençaient à enrouer. Vous ne devez pas me faire une injure pareille. Vous ne devez pas. Ce n'est pas possible. Jamais je n'ai eu d'amour pour Eric. Il en a eu pour moi un moment, c'est vrai. Mais il a attendu pour m'en parler d'être épris d'une autre femme, je vous jure. Et il y a longtemps déjà. Je vous en supplie, dites que vous me croyez. Il la regarda avec colère. Non, je ne vous crois pas. Je sais, je sens que vous aimez. J'ai une trop bonne raison d'en être certain. Laquelle? Ma douleur. Mais elle se tut. Sa magnifique figure était complètement décolorée et immobile, il restait face à face, les yeux pleins de questions. En voilà assez, dit André avec violence. Je suis las de cette contrainte. Vous saurez quelles que doivent être les conséquences. J'ai deviné votre amour parce que je vous aime. À certaines heures, ma rage de savoir que vous appartenez à un autre est telle que j'ai songé à me tuer. Là, vous savez maintenant. Dieu, dit Léonora. Elle eut un geste vague de ses deux mains vers lui. Il les prit et la tira. Dites la vérité, ce sera mieux pour nous deux. Avouez que j'en aime un autre? Sa voix cassa dans un sanglot. Vous dites? Partez, allez-vous-en, ne revenez plus, plus jamais. Ah, moi aussi, j'en ai trop de cette torture. Non, je n'aime pas Eric. Je n'ai jamais de toute ma vie aimé que vous. Et je vous ai aimé dès la première minute où je vous ai vu. Comme j'ai lutté, mon Dieu, quelle misère, quelle honte. Ayez pitié de moi, allez-vous-en. Vous voyez bien que je suis folle, une pauvre folle, une pauvre folle. Il la prit dans ses bras, convulsive, sanglotante. Les larmes, comme toute chose, demandent un apprentissage. Léonora ne savait pas pleurer. Elle était de celles dont les cris exaspèrent les nerfs au lieu de les détendre. André la serrait contre lui, il chercha sa bouche. Un long moment, sans se défendre, elle subit son baiser, puis s'arracha violemment. Ses yeux étaient éperdus. Le désir venait de naître en elle sous la caresse ignorée. Son long corps fin se crispait tout entier.
André la reprit et l'entraîna vers le divan. Les genoux de Léonora fléchirent, elle tomba sur les coussins. Un moment ils luttèrent, les membres emmêlés. La volonté de Léonora pliait sous la volupté déjà ressentie. Elle implora une dernière fois. « Ayez pitié de moi. »« Je t'aime, » répondit-il, et il sentit qu'elle allait céder. Le timbre de l'entrée résonna. Léonora, redressée, s'échappa de l'étreinte et courut vers sa chambre, dont la porte claqua sur elle. Quelques instants plus tard, la bonne introduisait une jeune fille qui portait un rouleau de musique. André salua, prit son chapeau, sa canne, et sortit. 9. Le froid était âpre, sec et sombre. Jacqueline éprouva un bien-être de la chaleur du musée. Elle marchait lentement, absorbée, le cœur lourd, inquiète de ce qui l'attendait en haut du vaste escalier clair, au fond duquel s'élevait le vol éternel et formidable de la grande victoire. Elle s'arrêta un moment devant l'Ariane endormie dans la guirlande de ses bras musculeux. Elle était venue là bien des fois avec le petit poète qu'il avait aimé. Il méprisait la trop héroïque charpente de la statue et disait des choses subtiles en la comparant à la forme déliée de Jacqueline. Certaines phrases lui revenaient avec leur accent de dévotion. Étirant sa minceur nerveuse, elle ressentit la beauté si juste de son corps et dans la tiédeur de ses vêtements eut conscience de ses modelés polis, de sa finesse de figurine indienne. Elle traversa la salle pour regarder la joueuse d'Osselet. Elle voulait calmer son appréhension en s'intéressant aux choses, mais elle n'y parvenait pas. Depuis 4 jours, elle avait attendu l'heure de ce rendez-vous avec une anxiété croissante. Vainement avait-elle mené la vie la plus agitée pour éviter d'être seule, de penser, de prévoir. L'anxiété l'avait suivie dans le monde. Elle s'était accrue au vide des conversations et des projets, aux avelissements de la musique. Rien ne l'en avait distraite. Elle n'avait même pas rencontré Marken, ni eu de lui le moindre signe qu'il pensât à elle. L'impression d'un danger contre lequel personne n'était là pour la défendre avait augmenté jusqu'à cet instant où il allait falloir l'affronter. Quelle absurdité d'avoir donné ce rendez-vous qu'Éric ne sollicitait même pas. Pourquoi avait-elle voulu le voir encore? C'était si loin d'elle maintenant l'anecdote qu'il représentait. Elle avait hâte d'aller sa route, de voir de nouveaux aspects de l'existence. Éric, c'était le passé s'accrochant à elle pour la retarder. Qu'allait-il lui dire? Des reproches auxquels la réponse serait malaisée. Comment formuler sans être cruel qu'elle s'était totalement trompée en lui disant qu'elle l'aimait, car elle l'avait dit, et le souvenir lui en était insupportable. Elle entra dans la salle du sacre et vit Éric debout, l'endroit était désert, les copistes avaient quitté leur chevalet et le gardien venait de disparaître pour déjeuner. Sous le jour louche qui plombait de haut, l'atmosphère était morose et frigide. Une brume flottait, les pas s'entendaient trop dans trop de silence. Jacqueline perçut, mieux encore qu'elle n'avait fait à l'exposition, le délabrement, la misère physique d'Hansen. L'antagonisme qu'elle avait accumulé disparut. Tout sentiment personnel s'effaça d'elle, pour laisser la place libre à la pitié. Elle alla vers lui très vite et dit avec l'accent de la plus chaude sympathie: « De quoi souffrez-vous » ? « Du désespoir d'être un lâche, » répondit-il avec un regard poignant, où elle ne vit plus rien de son amour. « Vous ne pouvez pas être un lâche, vous, » répondit-elle en essayant de croire ce qu'elle disait. Mais elle avait eu en une seconde la certitude de quelque action
affreuse qu'il allait avouer. Ses doigts gelaient dans ses gants. Si, répondit-il d'un ton obstiné, vous ignorez par quel chemin de vertige on descend à l'infamie, vous ne savez pas. Vous avez de la pitié pour les misérables, fils de voleurs et de prostituées qui deviennent assassins, et vous avez raison. Il faut les plaindre. Mais ceux qui ont en pleine conscience forfait à l'idéal, ceux qui, après s'être, dans leur vanité démente, donné des attitudes héroïques, commettent le plus bas des actes par manque de courage, il faut mépriser cela et les haïr. Je ne comprends pas, fit-elle. L'idée qu'il pouvait être fou venait de la traverser devant l'exaltation de sa parole, l'expression vide et hagarde de ses yeux. Non, comment comprendriez-vous? Est-ce qu'on devine ces choses-là? Savez-vous comment elles arrivent? Je vais vous le dire, moi. Au lieu de vivre selon la norme, d'employer l'ardeur de son cœur à l'amour de quelque être, on a voulu aimer l'humanité. On s'est faussé soi-même avec de grands mots généreux. Puis, sous la poussée d'une douleur, d'une indignation, on se jure la vengeance et le sacrifice. Oui, on veut venger toute la race des martyrs que fait l'égoïsme et qu'on a vu supplicier dans la personne d'un être cher, comme les premiers chrétiens avaient vu tuer toute la tendresse humaine sur le Golgotha. On prend, vis-à-vis de soi-même, une attitude de justicier. Puis, à mesure que l'on comprend davantage combien l'effort était inutile et que d'ailleurs on n'était pas digne de le tenter, on s'y acharne plus âprement. On se dit que c'est plus noble, plus pur de donner sa vie pour une cause à laquelle on ne croit plus, qu'on sera plus grand à demeurer le captif d'un serment qu'on ne l'était en suivant l'impulsion d'une colère ou d'une conviction. On perd tout contact avec la réalité. On pose pour soi-même. Puis, on rencontre une circonstance, un être qui bouleverse toute cette construction illusoire. On avait accepté de mourir. On veut vivre. Ah, tellement fort. Si on était appuyé sur la raison, solide sur ses pieds, on résisterait, mais non. On s'est accoutumé à vivre dans la chimère. On n'a plus rien pour s'accrocher, on oscille. La tête vide sur les sommets branlants de l'orgueil. L'appel est trop puissant, le mirage trop beau. Il faut qu'on tombe, il faut. Comprenez-vous? Alors, les sophismes commencent leur travail. Il sort des voies insidieuses du découragement, de la faiblesse. On appelle ça bonté, pitié. On entend en soi des avis astucieux qui conseillent de respecter la vie d'autrui, quel qu'il soit. On sait pourtant, on sait, n'importe, on écoute les voix. Et savez-vous ce qu'on fait? On renie son devoir, on rejette la responsabilité. C'est la banqueroute morale et après, très vite, on devient bassement criminel. On a dans toute sa chair, dans son sang, dans sa tête, partout, un souvenir hideux, infâme, qui bat sans cesse. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu vivre, qu'on a senti une seconde ce goût-là dans sa bouche, le goût de la vie, et qu'on souhaite avoir quelques semaines de plus pour rencontrer un regard où on se souvient d'avoir vu. Marchons un peu, voulez-vous? Dit Jacqueline brusquement. Une bande de cooks venait d'entrer avec un gros bruit de chaussures. Ils allèrent dans les salles désertes où sont les vases étrusques. Par la fenêtre, on voyait tomber la neige. La lumière avait un gris triste de cendre. Je n'ai pas compris tout ce que vous venez de dire, commença Jacqueline d'une voix contenue et avec le désir anxieux qu'il répondit sur le même ton. Car pendant qu'il débitait sa tirade dans la salle des David, il parlait si violemment et si haut qu'on pouvait l'entendre de loin. Il ne sembla pas s'être aperçu de ce qu'elle venait de dire. Arrêté devant l'un des vases, il montrait du doigt
une longue figure de femme étroitement drapée que dessinait sur le fond sombre un trait rouge, délicat et audacieusement assuré. Voilà qui vous ressemble, dit-il doucement. Je vous en prie, fit-elle en respirant avec effort. Le battement des artères de son cou gênait sa parole. Expliquez-moi clairement ce qui est advenu dans votre vie et dont vous semblez me rendre responsable. Ah non, mon Dieu, grâce à vous, j'ai eu l'heure d'illusion parfaite qui suffit pour que je ne demande pas davantage. Vous n'êtes coupable de rien. Nous ne pouvions pas nous rejoindre, nos races sont trop lointaines. J'ai la tête pleine des rêvasseries du Nord, je suis chimérique, impropre à l'action. Votre sang latin est vif, si vif. Il crée les instincts changeants, le goût de la joie, de l'harmonie, l'horreur de ce qui pèse, de ce qui dure trop. Qu'aviez-vous à faire de moi? Rien. Vous m'avez jugé, vous avez passé. Quel droit ai-je même à la bonté qui vous a mené ici? Mais pourquoi dites-vous cela? C'est abominablement injuste. C'est vrai que je me suis trompée, pas sur vous, certes, mais sur moi-même. Lorsque je suis allée vous trouver il y a 2 ans, je n'ai jamais oublié, je n'oublierai pas la générosité et la noblesse dont vous avez témoigné. Aujourd'hui, comme alors, je suis votre amie de toute mon âme, et prête à vous le prouver. Vous êtes déçu, malheureux. Confiez-vous à moi, je vous consolerai, j'en suis sûre. Qui peut empêcher que nous nous voyions souvent encore, affectueusement, tendrement? Tout. D'ailleurs, quand vous saurez ce que j'ai à vous dire, ce qu'il faut que je vous dise, vous sortirez d'ici en hâte sans retourner la tête avec du dégoût, de l'horreur et la peur rétrospective que quelqu'un de votre monde, traversant cette salle, ait pu me voir auprès de vous. Jacqueline s'assit sur une banquette et, dominant sa paralysante anxiété, répondit d'un air qui voulait être brave. Tentez l'épreuve, nous verrons bien. Il la regardait. Sa figure n'avait plus l'expression hagarde. Ses yeux étaient calmes. Elle y vit l'incroyable lucidité qui vient au regard de ceux dont la vie en la raison est menacée, et qui, avertis par l'instinct qu'ils n'ont plus que des instants, ramassent leurs facultés éparses pour tout comprendre et tout sentir d'un seul coup. Jacqueline sut qu'il lisait en elle les pauvres et médiocres raisons de son malaise. Donnez-moi encore 1 minute, fit-il, une seule, la dernière. Après cela, le silence opaque, assombri par la chute plus dense de la neige, s'élevait entre eux comme un obstacle. La détresse de Jacqueline s'accrut tant que des larmes lui vinrent aux paupières. Je vous en prie, dit-elle, c'est si pénible. Oui, j'abuse de vous, pardon, c'est fini, je vais vous dire. Sa douce figure nerveuse se roidit soudain, devint implacable et dure. Il parla d'une voix sèche que l'émotion n'infléchissait pas. On le sentait devenu étranger à lui-même, comme s'il se fût vidé de toute sensibilité. L'été dernier, un soir que vous causiez avec Léonora, vous avez entendu crier dans la rue l'attentat commis ce jour-là même. Aux paroles que Léonora a dites, vous avez deviné qu'elle craignait que je ne fusse l'assassin. Elle m'a raconté tout cela. Et votre émotion, elle avait raison, ce pouvait être moi. Vous avez compris ce soir-là, pour la première fois probablement, que j'étais un de ces fous qui croient qu'en tuant un roi, on réveille des consciences. Je vous ai dit que ce pouvait être moi le meurtrier. La vérité, c'est que ça devait l'être. Ah, je ne me trompais pas, que toute votre bonté ne résisterait pas à cet aveu-là. Ne me regardez pas, voulez-vous? Il y a dans vos yeux de quoi m'empêcher de finir, et il faut que je finisse. Jacqueline avait baissé la tête, elle ne répondit rien, il reprit au bout d'un instant. Lorsqu'une de ces exécutions est décidée entre ces gens auxquels de penser seulement vous soulève le cœur, n'est-ce pas? On tire au sort celui qui sera chargé de la besogne. C'est pour celui-là la mort assurée.
ou dans les pays où on n'applique pas la peine de mort, pis encore, la réclusion perpétuelle. Et quelle réclusion! Il ôta son chapeau d'un geste brusque. Jacqueline, effrayée par ce geste, releva la tête et vit son grand front moite, une insupportable expression dans ses yeux pâles. Très vite, elle se détourna. Il recommença de parler, la voix saccadée. Maintenant, les phrases jaillissaient de lui comme des plaintes de blessés, suivant le rythme inégal d'une affreuse transe. Je savais depuis longtemps que l'heure pouvait venir où il faudrait faire cela. J'envisageais froidement une telle possibilité autrefois, dans un temps où il me paraissait beau de finir ainsi. Mais je vous ai vu, et j'ai appris la peur de la mort. À l'idée de ne vous retrouver jamais, il n'y a plus rien eu en moi qu'une lâcheté effroyable. Ne plus vous voir, ne plus vivre, perd cette chance que peut-être vous reveniez me répéter que vous ne vous trompiez pas le jour où vous m'avez dit je vous aime, mon Dieu. Fou, stupide fou. Quand la destinée s'est bouchée devant moi, que le devoir s'est imposé, quand ils ont lu mon nom, le cœur m'a failli, j'ai demandé grâce. Ah, leur mépris. Ah, tout cela qui tenait leur vie prête pour l'offrir. De cela que je m'étais permis de juger. Leur mépris. On se rappelle ça. Ça tue aussi sûrement qu'un couteau. L'un d'eux qui m'aimait parce qu'une fois, sans rien risquer par hasard, j'avais sauvé la vie à sa maîtresse, s'est offert à ma place. Le regard qu'il avait. Si vous aviez pu voir son regard à ce moment-là. Il ressemblait au vôtre tout à l'heure. J'y ai lu si bien la surprise horrible de mon infamie. Et il avait raison, lui, car, comprenez-vous? Peut-on comprendre? J'ai accepté son sacrifice. Oui, oui. Écartez-vous de moi, vous avez raison, mon contact salit. J'ai accepté cela. Pour rester sur cette terre où vous êtes? Pour qu'il me soit donné de vous parler encore une fois? Pour avoir la torture sans nom de voir sur votre visage la terreur et le dégoût? Pour sentir que vous me haïssez, pour mourir taché jusqu'au cœur, j'espérais, je ne sais quoi, qu'il renoncerait, qu'il ne pourrait approcher du roi, que quelque chose arriverait, qui ferait tout manquer. Je savais bien pourtant qu'on peut toujours tuer quand on est décidé à mourir. Vous savez le reste, on l'a pris. Depuis 5 mois, pas une seconde, ma pensée ne s'est détachée de lui. Je vis dans son cachot. La sensation précise de sa souffrance me réveille, hurlant comme un fou, lorsque par hasard je m'endors pour 1 heure. Je descends avec lui pas à pas dans la démence. L'atmosphère qui l'étouffe m'étouffe, je voulais vous revoir. Quand j'ai lu dans le journal que c'était fait, qu'il était arrêté, j'ai eu un tel choc que j'ai espéré mourir sur le coup. Mais non. Non, on ne meurt pas. Et alors très vite, tout de suite, j'ai pensé à vous. À vous. Léonora est entrée, elle m'a parlé. J'ai cru que vraiment vous aviez eu peur pour moi. J'ai espéré que vous voudriez bien me voir, puisque vous ne saviez pas que j'étais indigne. Et puis le lendemain, j'ai appris votre départ, j'ai compris. Ce n'était pas pour moi, mais de moi que vous aviez peur. Vous pressentiez l'infamie, c'est juste. Pour se poser sur moi, il faudrait que votre pitié se courbe trop bas. Mais vous ne savez pas ce que j'ai enduré. Vous ne savez rien. Sinon qu'un jour, vous étiez venu me demander mon amour, m'offrir le vôtre, j'ai dit, partez. Vous êtes parti. Pour ne revenir jamais, jamais plus. C'est bien ainsi. Vous étiez le moyen de la justice. Vous seul pouviez me faire expier. J'ai tout dit. Jacqueline ne parla pas. Elle pensait avec difficulté, par images vagues. Son cœur ralenti battait à peine. Elle avait la sensation de faiblesse nauséeuse que lui donnait la vue du sang qui toujours la faisait s'évanouir. Elle apercevait à peine Éric au travers de la brume qui lui semblait coller à ses prunelles. Il était lointain, elle ne le reconnaissait plus. Elle était environnée d'une atmosphère d'horreur et le vertige
danger incertain, mais terrible, lui mettait une rumeur d'eau furieuse dans les oreilles. Parlez-moi, dit-il d'un ton d'angoisse, fût-ce le mot le plus cruel, que j'entende votre voix. Je je vous demande pardon, dit-elle d'une voix mate. Je ne me sens pas bien, le cœur me manque. Éric l'examinait, son visage redevenait calme et doux. Il avait un abandon molli de tout son corps décharné, sur lequel flottaient les vêtements trop larges. La résignation fatiguée de son visage blême, sous ses cheveux blancs, achevait de lui donner un aspect de défaite. Il avait l'air d'une chose brisée. Oui, dit-il lentement, vous avez raison, le cœur vous manque. Je vous soulagerai en vous quittant. Vous respirerez mieux quand je serai sorti de cette salle, et tout à fait bien quand je ne vous demande pas de me pardonner le malaise que je vous ai causé, c'est trop tôt. Mais plus tard, dans longtemps, lorsque j'aurai mis entre nous des distances qu'on ne franchit pas, quand vous serez bien certaine que jamais plus je ne devrai croiser votre chemin, tâchez de penser à moi, avec un peu de bonté. Tâchez, je vous en supplie. Rappelez-vous que j'ai eu le courage de ne pas mettre un regret dans votre vie. Dites-vous qu'il m'a fallu pour cela, mais à quoi bon en parler encore? Ce que je voudrais, c'est que, s'il arrive que vous soyez triste parce que quelqu'un vous aura déçu, vous vous rappeliez mon amour à moi, et si cela vous console un peu de vous dire que vous avez été aimé ainsi, mortellement aimé, eh bien, il n'aura pas été totalement inutile que j'ai vécu. Jacqueline se taisait toujours, les yeux fixes. Elle sentait que si elle essayait de parler, ses sanglots éclateraient tout haut dans la salle silencieuse. Pendant un instant, Éric resta debout auprès d'elle, la regardant avec ses yeux chargés de songes. Hésitant, il se courba, prit l'extrémité du boa de fourrure à demi glissé de l'épaule de Jacqueline sur la banquette et la baisa d'un geste craintif, puis salua profondément et partit. Elle voulut le rappeler, se lever, le suivre, mais sa tête tournait et, comme les grands mouvements qu'on croit faire dans le cauchemar, sa contraction intérieure aboutit à l'immobilité. Elle resta là, frissonnante, défaillante presque, le cœur battant à grands coups espacés. Depuis un long moment, elle n'entendait plus le pas sonnant, irrégulier, sur les parquets. Elle avait froid. D'un mouvement débile, elle se leva et marcha lentement d'abord, puis plus vite. Elle s'enfuit dans la direction opposée à celle qu'Éric avait prise. Quand elle eut descendu le grand escalier dont le vide blanc faisait trembler ses genoux, traversé la salle égyptienne où sont les grands sphinx, et qu'elle se trouva en plein air, dans la neige que le vent tordait en spirale, elle respira profondément. Elle avait des bouffées chaudes aux tempes, et son imagination s'exaltait en images délirantes. Malgré son apparente douceur, l'homme qui venait de lui faire cette abominable confidence n'était-il pas capable des pires violences? Des phrases de faits divers sinistres tournaient dans sa pensée. Elle regarda autour d'elle, imaginant le voir dans chaque passant, et prêt à quelque action atroce. Il avait attendu d'elle qu'elle lui offrît la consolation de sa tendresse, et elle n'avait même pas pu dire une parole. N'avait-il pas, en la quittant, témoigné son mépris pour la faiblesse qu'elle ne pouvait cacher? Qui sait si ce n'était pas maintenant la rage de sentir qu'elle était définitivement perdue pour lui, qui travaillait dans sa tête détraquée? N'allait-il pas revenir, se venger? Les dents de Jacqueline claquèrent de froid et de peur. Elle avait traversé la chaussée sans savoir où elle allait. La façade de Saint-Germain-l'Auxerrois fixa son regard flottant. Elle se hâta, poussée par son instinct atavique, vers le refuge de l'église. Dès l'entrée, l'ombre colorée l'enveloppa d'un sentiment de sécurité. Elle se calma un peu, s'assit dans un angle obscur et fit un grand effort pour se reconquérir. Elle utilisa les suggestions du milieu, la paix de l'église, la voix sombre et fortifiante de l'orgue qui s'élevait tout à coup pour susciter des images lointaines, enfantines et paisibles. Elle erra un moment dans son passé blanc de fillette, mais, en y rencontrant l'image de Léonora, elle eut un sursaut de colère.
Léonora n'était-ce pas l'agent responsable de toute la souffrance où elle se débattait? N'était-ce pas elle qui l'avait, en quelque sorte, poussée vers cette aventure à dénouement tragique? Sans Léonora, aurait-elle tendu sa volonté vers des buts d'exception et d'illusoire perfectionnement, dont le résultat avait été sa visite chez Eric? C'était sous l'exaltation de ces mots qui incitaient à la liberté qu'elle avait dit à cet homme qu'elle l'aimait, qu'elle avait failli entrer dans sa vie, être activement mêlée à toutes ces hideuses choses. Elle plaignait Eric de la douleur qu'elle lui avait vue, mais au fond de soi, elle s'indignait de la responsabilité qu'il lui attribuait. Car enfin, en admettant même que ce fût pour la revoir encore qu'il eût refusé le rôle qu'on lui offrait, il aurait dû lui être reconnaissant de lui avoir évité un crime imbécile. C'était un être noble, sans doute, mais un faible, un raté, que la destinée n'avait pu satisfaire parce qu'il n'était pas de taille à la vaincre. Sa pensée qui s'apaisait un peu alla vers Marken, et elle compara ces deux hommes. Celui-ci était vraiment fort. Il ne faisait pas de phrases sublimes sur le sacrifice, n'aspirait pas à consoler toute la douleur humaine, ni à la venger. Il n'avait pas de morale, croyait au droit sans borne de sa volonté. Mais tenté vers l'infamie et la lâcheté, il savait s'en défendre. Il ne cherchait pas à dominer la vie, il restait de niveau avec elle pour mieux la maîtriser. Il accomplissait enfin ce qu'il avait résolu. Des rêveurs déclamatoires de l'espèce d'Éric et de Léonora n'arrivent à rien réaliser parce qu'ils rêvent trop. À 3 jours d'intervalle, elle avait vu Léonora désemparée, inquiète, incertaine et misérable de quelque chose d'équivoque qu'elle ne disait pas. Éric, au fond d'un désespoir qui sans doute aboutirait à la démence, c'était par destination des vaincus. Il voulait planer et tombait dans la boue. Évidemment, André avait raison. La pauvre Léonora devait aimer Éric, et elle souffrait de n'en être pas aimée. Qu'allait-il faire maintenant? Elle songea à des mots obscurs qu'il avait dits et les interpréta. Les distances infranchissables qu'il comptait mettre entre elle et lui, ce n'étaient pas des lieux d'espace, mais quelques circonstances particulières. Peut-être reviendrait-il à Léonora, et s'en irait-il ensemble quelque part déclamer de compagnie contre l'injustice sociale, l'asservissement des femmes, la vileté des passions. Plus calme, Jacqueline conclut à l'inutilité du sacrifice individuel et aussi à la totale absurdité de croire qu'on puisse arrêter le mouvement de sa propre vie pour se vouer à servir la vie générale. Le haut devoir de chacun, pensa-t-elle, c'est d'aller jusqu'au bout de son énergie, quelle qu'en soit la forme, de risquer le plus grand nombre de possibilités, de ne rien laisser en soi, instinct ou pensée, qui n'ait eu satisfaction, car ce sont les grands types passionnels ou intellectuels qui, par le seul exemple de leur développement, servent l'humanité. Elle se leva, s'étira, le courage et la lucidité lui étaient revenus. Si le libertaire avait été là, elle eût su que lui dire, et c'est elle qui aurait pris le ton sûr de soi qu'il avait eu jadis. Elle se sentait solidement installée dans la réalité, d'où lui s'était volontairement exilé. La certitude d'être une ouvrière d'harmonie alors qu'Éric et son ami étaient des destructeurs orgueilleux et impuissants lui faisait une paix nouvelle. Elle sortit de l'église lasse mais fortifiée, résolue à voir Léonora, lui expliquer son vrai devoir, lequel consistait à satisfaire sa passion pour Éric, tout comme une femme ordinaire, en vivant avec lui dans la simplicité. 10. Le surlendemain, Jacqueline alla chez mademoiselle Barozzi et ne la rencontra pas. Elle revint 2 jours de suite sans la trouver davantage. Elle écrivit pour l'inviter à dîner et ne reçut aucune réponse. Bien que ce ne fût pas la première fois que Léonora en usa de la sorte, ce silence inquiéta Jacqueline. Elle souhaitait savoir ce qu'il était advenu d'Éric après leur conversation du Louvre. Plus elle y réfléchissait, et plus elle voulait pousser son amie à consoler ce malheureux homme. Elle préparait par bribes toute une argumentation qui devait venir à bout des réticences de Léonora. Décidée à réaliser ses bienfaisantes intentions, elle écrivit encore à la jeune fille, lui disant en termes pressants qu'elle avait besoin de la voir. La lettre finie, elle commença de s'habiller pour aller dîner chez madame d'Audichon.
Il était tôt encore, mais elle désirait se reposer après sa toilette, car elle gardait depuis sa grippe une fatigue qui, vers la fin des journées, la déprimait beaucoup. Elle savait que madame d'Audichon avait invité Marken, et en se coiffant, elle songeait à lui avec ce sentiment incertain de malaise et d'espoir qui ne l'avait pas quitté depuis leur rencontre au Petit Palais. Il y avait 11 jours de cela exactement, et elle s'étonnait qu'il ne lui ait même pas mis une carte. Lorsqu'il l'avait saluée, il lui avait paru que toute rancune contre elle avait disparu de sa pensée. Elle-même n'avait plus que le désir vif de le retrouver et une curiosité aiguë de ce qui se passait en lui. Mais pourquoi n'était-il pas venu? Elle passait un jupon dont les dentelles moussaient lorsqu'on l'avertit que mademoiselle Barozzi demandait à la voir. Qu'on fasse entrer, dit-elle. Léonora parut quelques instants plus tard. Jacqueline lui jeta un rapide coup d'œil, vint à elle souriante, affectueuse, tout en disant à sa femme de chambre: Je finirai de m'habiller plus tard. Je vous sonnerai. Je viens justement de t'écrire. Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma lettre l'autre semaine? Dit-elle en faisant le geste d'embrasser Léonora. Mademoiselle Barozzi la repoussa sans colère, mais avec une forte détente du bras. Jacqueline ne s'était pas trompée en pressentant que ce n'étaient pas des excuses de politesse qu'apportait son amie. De nouveau, elle fut étouffée par l'atmosphère de drame que Léonora semblait créer autour d'elle. Avec un trouble mêlé d'irritation, elle demanda: Qu'est-ce encore? Léonora, restée debout près de la porte, fut un moment sans répondre. Il y avait un contraste singulier entre la jeune fille droite, amincie par son rigide costume noir, les yeux étrangement fixes, la bouche serrée, la violence de tout son visage, et cette femme, en corset de satin rose, en jupon de dentelle, avec sa chair claire et douce, surgissant des épaulettes de ruban glissées sur ses bras. Sous l'aveuglante lumière, les glaces multipliaient en se la renvoyant l'image noire et l'image blanche et rose. J'ai à te parler, commença Léonora. Oui, eh bien parle, fit Jacqueline avec impatience. Moi aussi, du reste, j'ai des choses à te dire. Léonora prononça lentement. On a enterré Eric Hansen ce matin. Jacqueline ne dit pas une parole. Ses yeux s'étaient élargis. Elle avait tendu les mains, comme pour éviter un coup. Léonora continuait. Il s'est tué. J'étais allée chez lui avant-hier, je te dirai pourquoi tout à l'heure. Il n'est pas venu ouvrir quand j'ai sonné, mais j'avais la clé. Il était sur son lit avec 2 balles dans la poitrine, mort. Il a dû se tuer pendant que je montais l'escalier, le pistolet était encore chaud. On a fait venir un médecin, c'était inutile. Il y avait une lettre pour moi sur la table, il me chargeait de t'avertir, de t'expliquer que tu n'étais pour rien dans sa détermination, pour rien. Il t'avait raconté. L'homme qui, là-bas, à sa place, eh bien, cet homme-là s'est étranglé dans son cachot. Les journaux ont raconté ça avant hier matin. Je ne savais pas, je n'avais pas lu. Mais il a lu, lui. Alors c'était trop, beaucoup trop. Il avait souffert si effroyablement et depuis si longtemps sa tête était trouble. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, télégraphié en Norvège à sa vieille tante, elle n'a pas répondu. Elle est peut-être morte, elle aussi. J'ai pensé qu'il valait mieux ne t'avertir que quand tout serait fini. Je l'ai mené ce matin à Montmartre, seul, avec Marken, qui s'est trouvé là, je ne sais pas comment. Je ne lui ai rien demandé, voilà, c'est fini. Tombée sur une chaise, Jacqueline sanglotait. Ça te fait de la peine, dit Léonora de cet étrange accent mécanique dont elle parlait depuis qu'elle était là. Tiens, je t'ai apporté ça. Il m'avait dit dans sa lettre de te le donner. Elle tendit la photographie du Mercure de Milan. Les trous des 4 punaises qu'il avait fixées au mur blanc s'y voyaient aux 4 coins. Jacqueline prit la photographie, la regarda et sanglota plus durement. La petite chambre, les violettes sur la table, la figure anxieuse d'Éric s'évoquèrent en désolantes et insupportables images. Elle retrouva sur ses lèvres tremblantes le goût de son baiser, et tout de suite la vision de la bouche grise du cadavre s'imposa, et elle cria tout haut. Mon Dieu, il est mort. Et folle de détresse, éperdue, elle tendit les bras vers Léonora, disant d'une voix brisée d'enfant: Léo, ma Léo, il n'y a que lui qui m'ait jamais aimé, lui et toi, et il est mort. Il est mort. Mais toi tu me restes, toi. Donne-moi la main.
Embrasse-moi, aie pitié de moi. Léo, c'est si affreux, si affreux. Mademoiselle Barozzi hocha la tête et, de cet accent bizarre qui donnait l'impression qu'elle fût à l'écart de soi-même, moi non plus, je ne te reste pas. Attends que je t'ai tout dit. Je suis une misérable. J'aime ton mari. Non, laisse-moi parler sans m'interrompre. Après, tu me cracheras au visage si tu veux. Je l'aime comme une folle, comme une bête folle et depuis longtemps, depuis toujours. Et je savais où j'allais. J'avais beau me mentir, je savais. Je le voyais souvent sans te le dire. Et si cela m'était si désagréable lorsque tu arrivais chez moi, c'est que j'avais peur d'une rencontre. Lui n'est coupable de rien, tu comprends, de rien. C'est moi seule. La semaine dernière, il est venu encore. Je lui ai dit que je l'aimais. Je me suis conduite comme la plus sale des filles. Je l'ai provoqué. Ce n'est pas de sa faute à lui, c'est un homme. Si quelqu'un n'était pas venu, s'il lui avait plu, il m'aurait prise du consentement de toute ma chair. Tu comprends bien? Il ne faut pas l'accuser, lui. Je ne l'ai pas revu depuis. Quand il a été parti, j'ai compris que si je restais ici, dans quelques jours, je serais à ses pieds, le suppliant de bien vouloir de moi. Oui, oui, c'est ainsi. Alors, j'ai pensé à Eric. Il était comme moi, souillé, misérable, défait, et je suis allée chez lui pour lui offrir de partir ensemble, de nous en aller bien loin, loin de vous tous, nous cacher. Je l'ai trouvé mort. Je pars seule. Avant, j'ai voulu m'humilier devant toi. Il fallait cela, te demander pardon aussi, et pas seulement de mon infamie, mais de toute ma conduite envers toi, de t'avoir jugé, de t'avoir condamné, toi qui vaux 1000 fois mieux que moi, et qui as toujours été bonne pour l'abjecte créature que je suis, moi qui osais te critiquer, te parler durement, moi qui aime ton mari, car je l'aime, tu m'entends, comme une sale brute en folie. Jacqueline ne pleurait plus. Appuyée des 2 mains au dossier de la chaise où elle était assise, elle regardait Léonora dans une stupeur silencieuse. Lorsque mademoiselle Barodi cessa de parler, elle dit lentement, le ton amer. Pourquoi pars-tu? S'il t'aime? Mais il ne m'aime pas, cria Léonora d'une voix déchirée. Je te l'ai dit. Il a eu une seconde de désir, voilà tout, il ne m'aime pas. Et s'il m'aimait, rester, être sa maîtresse, c'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu es bien bonne, merci. Ne te révolte pas, dit Jacqueline durement. Ce n'est plus l'heure. Si quelqu'un n'était pas venu l'autre jour, tu te serais donné, c'est toi qui l'as dit. Oh, je ne t'en veux pas. Que m'importe que ce soit toi ou madame Dodibert ou toutes deux ensemble. Il est l'amant de madame Dodibert. Ah, comme tu as bien dit ça. Sans doute il est l'amant de madame Dodibert, à qui je n'en veux pas plus que je ne t'en voudrais d'être sa maîtresse. Ce n'est pas de ce que tu l'aimes avec tant d'autres que je me plaindrais, si j'étais en ce moment capable de me plaindre. Mais il me semble que tu m'as fait tort, un tort affreux, en démolissant après tout le reste cet idéal de force et de pureté que tu représentais pour moi. D'ailleurs, tes révélations ne font qu'achever cette mauvaise œuvre-là. Seulement, comme c'est étrange que ce soit André que tu aimes, André, pauvre fille, comme ton orgueil doit te faire mal. Non, je n'ai plus d'orgueil. Plus rien que de l'amour, dit Jacqueline d'un accent cruel et triste. Et quel amour! Oui, méprise-moi bien. J'aime mieux ça, c'est un soulagement. Ah, Dieu, non, je ne te méprise pas. Est-ce que tu ne sens pas dans quelle désespérance je suis et que j'ai, comme toi, le sentiment d'une impossibilité à continuer de vivre? Pourquoi? Rien n'est changé pour toi. Si, tout. Eric est mort. Eric, la seule vraie tendresse que j'ai rencontrée. Je viens de te perdre, non pas seulement parce que tu es amoureuse de mon mari, mais parce que tu me hais. Je suis seule comme jamais. Et grâce à toi, je sais le néant de tout effort. Ah, tu m'as bien instruite. Quand je t'ai retrouvée, je végétais dans un ennui tranquille. Tu m'as contrainte à tendre mon cœur et ma pensée vers d'insaisissables buts. À cause de toi, j'ai vu dans sa vérité la misère et l'inutile de la vie. Je n'ai plus rien à faire.
Je ne désire plus rien. Et le pauvre Éric est mort. Elle se tut, étranglée par ses larmes. Je vais partir, il est temps, dit Léonora. Qu'as-tu à faire? Prendre le train. Ce soir même? Oui. Où vas-tu? En Amérique. J'ai été nommé professeur de violon dans un institut musical qu'on vient de fonder. Mais qu'importe cela. Adieu, Jacqueline. Veux-tu que nous nous embrassions une dernière fois? Que dois-je dire à André? Il m'interrogera certainement sur les causes de ton départ. Non, il ne te parlera pas de moi. Le mauvais souvenir qui reste entre nous n'est pas de ceux qu'on remue volontiers. Ne dis plus jamais mon nom devant lui, cela suffira. Et si je me trompe, s'il te questionne, eh bien, dis ce que tu voudras. Mais que ce ne soit pas des mots durs, il ne les mérite pas. Je suis seule coupable en tout ceci. Tu lui pardonnes, n'est-ce pas, je t'en prie? Mais sans doute. Voyons. Et à moi? Jacqueline vint à elle, lui prit la tête dans ses deux mains et longuement, appuya ses lèvres au front de Léonora, puis la laissant aller. Tâche de faire ce que je ferai, je te le jure. Oublions les amertumes, les colères et les défaillances qui nous ont séparés, pour ne nous souvenir que du temps où nous nous aimions simplement, en rêvant à un avenir de bonheur où nous serions réunis. L'abominable minute où nous sommes venus, après nous être efforcés pour briser la loi qui a servi le cœur des femmes, doit nous instruire et nous rapprocher. Tu disais que notre réel esclavage, c'est l'amour. Tu sais maintenant qu'on n'y échappe pas. À quoi bon lutter? Accepter le destin, le vouloir, c'est peut-être plus digne. En tout cas, c'est plus raisonnable que de le subir en se défendant. Léonora avait les yeux pleins de larmes. La tristesse infinie, la douceur lasse de son visage blanc lui faisait une beauté nouvelle et poignante. Elle dit lentement: Et toi aussi tu aimes. Et on t'aime. Qui pourrait ne pas t'aimer? Elles s'étreignirent en silence, toutes deux pleuraient, puis Léonora se dégagea et, sans une autre parole, sortit de la pièce. Jacqueline se jeta sur sa chaise longue et comme le soir où son amie l'avait laissée seule avec son angoisse, elle sanglota, la face cachée dans un coussin. Mais ce n'était plus la douleur peureuse, les nerfs surmenés qui se satisfaisaient ainsi. Ses larmes emportaient les ressentiments et les colères. Le pardon montait en elle, très tendre. Elle plaignait ces deux êtres qui venaient de sortir de son existence et, en leur pardonnant de n'avoir rien pu pour elle, elle s'absolvait de n'avoir rien pu pour eux. On frappa à la porte. Redressée d'un geste vif, elle alla à la fenêtre, feignit de regarder dans la rue et d'une voix encore incertaine cria: Entrez. Monsieur fait demander si madame sera bientôt prête. Quelle heure est-il? 7h35. Dites à monsieur que je n'en ai plus que pour 20 minutes et revenez m'habiller. Elle alla vers la toilette, se baigna la figure d'eau brûlante, puis, assise devant un miroir, elle chercha, parmi les petits ustensiles d'écaille et d'or, les maquillages dont elle avivait son teint lorsqu'elle se poudrait pour un bal costumé. Le rouge aux pommettes et au-dessus des yeux, un peu de noir à ses sourcils aigus, du rouge encore à sa bouche, lui refirent un masque de fête. Ses yeux seuls gardaient l'éclat exagéré des larmes récentes. La femme de chambre rentra. La respiration un peu haletante, Jacqueline se calmait. Elle passa la robe couverte de paillettes, serra son cou dans un carcan de corail rose et de diamants. Les scintillements de la robe et des pierreries amortissaient la lueur fébrile de ses prunelles. En se vaporisant, elle se regarda dans la glace, avec un pli de tristesse aux lèvres. Quel symbole précis que cette toilette, ces fards, ces bijoux, la hâte de partir pour retrouver le monde avec ce cœur pesant et ces affreuses images de découragement et de mort.
Il faudrait causer, sourire. Il lui sembla que jamais plus elle ne pourrait sourire. Elle mit son manteau, ses gants et rejoignit André, qui l'attendait dans le salon. Nous sommes terriblement en retard, dit-il. Quelle musique va faire madame d'Audichant? Elle tient tant à ce qu'on soit à table à 8 heures. Qu'est-il arrivé? On m'a dit que mademoiselle Barozzi était avec vous? Oui, c'est elle qui m'a retenue, répondit Jacqueline. Et, comme elle passait sous la lumière violente d'une lampe, monsieur Desmoustiers observa. Vous semblez mal en train. Un peu énervé à l'extrême. Est-ce que ça se voit? Oui, vous avez pleuré? Oh, ce n'est pas une question, naturellement. Ils étaient sous la voûte de l'hôtel. Jacqueline monta dans la voiture, rangea ses jupes. André s'installa près d'elle. Un moment, ils furent silencieux, puis monsieur Desmoustiers dit d'une voix un peu nerveuse, cette insupportable fille vous a encore fait une scène, sans doute. Non. Alors quoi, des confidences? Oui. Ah, je vois. Elle vous a dit que j'étais amoureux d'elle. Mais ce n'est certainement pas ça qui vous a fait pleurer. Elle m'a dit surtout qu'elle était amoureuse de vous. Elle m'a dit tout ce qui s'est passé chez elle à votre dernière visite. Diable, elle est entrée dans les détails, la brave enfant. Ne vous fâchez pas. Elle s'est donné tous les torts. Et je comprends bien que le moins que puisse faire un homme à qui une femme avoue sa passion, c'est ce que vous avez fait. Évidemment. Ce n'est donc pas à cause de ça que vous avez pleuré? Non, oh non. C'est parce qu'elle m'annonçait son départ et l'idée de ne jamais la revoir et puis son chagrin. L'inattendu de tout cela, il y avait de quoi retourner les nerfs. Oui, oui, jusqu'à un certain point. Alors elle s'en va? Ça vous fait de la peine? Pas la moindre. Au reste, puisqu'elle a trouvé bon de vous mettre au courant de cette sotte histoire, vous m'autoriserez à m'en expliquer avec vous. Je tiens beaucoup à ce que l'opinion que vous avez de moi soit, non pas bonne, ce serait de la mégalomanie, mais juste. Je vous dirai donc, pour commencer, que je ne suis pas du tout épris de votre amie. Pourquoi vous en défendre? Vous en avez aimé de moins belles? Certainement, mais jamais d'aussi ridicule. Cette fille m'a, dès notre première rencontre, donné sur les nerfs d'une façon prodigieuse par ces manières qu'elle a de regarder l'humanité du haut, d'on ne sait quoi, où elle se croit perchée. Ce qu'elle m'agaçait en vous faisant la leçon à tout propos alors, évidemment, ce n'était pas bien généreux, j'ai eu envie de la ramener un peu sur le sol, où sont les pauvres gens qu'elle méprise tant. Il m'a paru intéressant de lui donner à elle aussi une bonne leçon et de lui montrer que ses grands airs, son détachement, ce n'était en somme que des bravades de poltronne, et que si elle était si sévère aux passions du pauvre monde, c'est que ses passions à elle n'étaient point satisfaites. J'étais persuadée qu'elle était moins capable qu'aucune autre de résister à la plus banale des cours. Je lui ai fait la cour. J'ai parlé de sacrifice, irrité un peu sa jalousie, ça suffit. Au premier mot équivoque, elle a perdu la tête. Tout cela est assez vilain. J'ai une excuse. C'est d'avoir rendu service à tous les gens qu'elle était encore en mesure de raser avec sa sublimité. Vous ne vous doutiez pas de l'atroce férocité qu'il y avait à jouer ainsi avec un être qui méritait votre respect. Non, elle prétendait à mon respect, mais elle n'y avait pas droit. L'événement le démontre. Au reste, je vous avertis que vous-même ne paraissez pas sincèrement persuadé de mon infamie. Vous aussi, vous étiez excédé de cette perpétuelle pose et de ce dédain universel. Nous voici arrivés. Dites-moi bien vite que vous me pardonnez ce que la plaisanterie avait peut-être d'un peu vif. Non, je ne vous pardonne pas. Le désespoir de cette pauvre fille m'a fait trop de mal. Nous partirons après le dîner, n'est-ce pas? Je suis vraiment très souffrante. 11. Tandis qu'on lui ôtait son manteau, Jacqueline regardait son mari qui, devant une glace, assurait sa cravate. Il avait l'air satisfait de soi et moqueur.
Elle se souvint du soir où elle s'était trouvée avec Léonora à cette même place, attendant sa voiture pour partir. Alors elle avait la tête pleine de folie, parce que cet homme qui était là si tranquille aimait une autre femme. Elle était impatiente d'appuyer sa détresse sur le cœur vaillant de son ami, si cher et si sûr. Et l'amie avait, elle aussi, un mensonge dans la pensée, un mauvais amour pour ce même homme qui devait faire d'elle le jeu pervers qu'il venait de raconter. Du dédain, de la colère circulèrent dans tous les nerfs de Jacqueline et lui firent une figure méchante. Son énergie courbée se redressa. Elle refoula le découragement que tant d'images désolantes accumulées depuis 2 heures avaient amassé. Sa vitalité s'exaspéra un instant, elle se crut très forte. Mais, en entrant dans le salon, l'atmosphère chaude, une pesante odeur d'azalée, la lumière, le bruit des voix, et surtout la vue des visages connus et le sentiment de la continuité indifférente des formes banales de la vie, attaquèrent sa sensibilité si durement qu'elle eut un spasme au cœur. Les choses tournèrent devant ses yeux, les bruits devinrent confus, elle pâlit, au point que son rouge marqua sur sa figure comme une tache. Elle s'arrêta un instant, hallucinée par le souvenir, crut entendre la sonate de Franck jouée par Léonora et la voix d'Éric disant son lamentable amour. Puis elle se rappela qu'il faisait froid dehors, très froid, et que le vent devait souffler aigrement sur la tombe qu'on avait fermée le matin. Elle sentit qu'elle n'aurait pas la force de parler à tous ces gens, d'être pour eux la femme qu'elle était la veille. Elle voulut s'en retourner, aller ailleurs, n'importe où, céder librement à la syncope. Chère petite, que vous est-il arrivé? Il est 8h10, nous mourrons de faim. On a déjà emporté du monde sur des brancards. Les grouses seront calcinées. Avez-vous été tamponnée en route par un tramway? C'était madame d'Audichant qui se précipitait sur elle, cordiale et fâchée. Jacqueline répondit d'un ton vague, faisant des excuses. Elle entendait sa voix avec surprise. Était-ce elle qui disait tous ces mots vides de sens? Allait-elle tomber sur le tapis ou crier sa douleur de toute la force qui lui restait? Enseigner à ces gens qu'il y a plus de choses qu'ils n'en soupçonnent sous les cartonnages des décors parmi lesquels s'agite leur indifférence? On l'entourait, Barrois se plaignait de quelque chose, elle ne comprenait pas bien si c'était de n'avoir pas reçu de réponse à ses dernières lettres, madame Steinweg la complimentait sur sa robe, Roustan s'avançait guindé, l'œil hésitant, disait des phrases qui n'aboutissaient point, le général de Trois-Bras retenait un peu longtemps contre ses lèvres la main qu'elle lui avait tendue. Tout à coup, le vague de sa pensée se dissipa. La sensation de syncope s'arrêta net. Elle eut tout son sang au cerveau, se remit à comprendre et à voir. Marken s'était approché et la saluait. On annonça le dîner, elle prit son bras et marcha avec lui vers la salle à manger. Elle sentait, aboutissant contre son poignet en petites secousses, les coups profonds frappés par le cœur d'Étienne. Elle se rappelait cet après-midi où c'était contre ses genoux qu'il avait ainsi battu ce cœur malade. Mais depuis, l'image de Léonora, sa figure adoucie par la défaite, et l'image d'Éric mort se substituèrent au personnage gai et paré qui jouait la comédie de s'asseoir autour de cette table avec l'air assuré de leur droit au bonheur. L'épuisement vital, un moment masqué d'espoir, reparut. Pourquoi était-elle là? Puisqu'il n'y avait plus pour elle d'émotion heureuse qui valût de vivre. On parlait déjà de la pièce des Français. Oh, moi je déteste les thèses, dit quelqu'un. Mais ce n'est pas une thèse, voyons. C'est un caractère, un type. Oui, je sais bien, on dit toujours ça lorsqu'il y a un personnage en scène tout le temps.
Au théâtre, j'aime qu'on entre et qu'on sorte. Et puis, les moyens de séduction de ce Don Juan, vraiment, qui n'y résisterait? Mais, dit madame Steinweg d'un air entendu, les moyens qu'emploient les séducteurs n'ont d'importance qu'au début de leur carrière. Dès qu'ils sont installés dans la profession, ils n'ont qu'à paraître pour que les femmes leur tombent dans les bras, parce qu'elles savent que beaucoup d'autres y sont déjà tombées. Oui, dit Barrois, c'est de l'automatisme par suggestion. Mais il ne faudrait pas généraliser et dire que les femmes préfèrent toujours les séducteurs professionnels à ceux qui ont des cœurs candides. Remarquez qu'elles s'acharnent à troubler les hommes parfaitement chastes. Ça se trouve encore, madame, à l'étranger. Et aussi qu'elles s'intéressent aux monstres, voire aux criminels. À vrai dire, ce qu'elles recherchent, c'est l'être d'exception. Certes, dit Marken d'un ton brusque, mais ce n'est pas l'exceptionnel pour lui-même qu'elles veulent. La femme, vraiment femme, comme l'homme, fortement homme, n'a qu'une vraie passion, vaincre. Or, on ne vainc que ceux qui ont en eux quelque force qui les distingue. La chasteté en est une, comme le don de séduction, et la monstruosité aussi, et non moins le pouvoir du crime. L'important, dit madame Steinweg, c'est que les gens soient incompréhensibles. J'ai toujours vu que la seule condition de l'amour, c'était le malentendu. L'amour, voyons, ça ne vit que des grâces qu'on se fait mutuellement et du pardon qu'on s'accorde parce qu'on ne se comprend pas. Je crois que vous vous trompez, madame. C'est parce qu'on se comprend mieux, au contraire, que le mal qu'on sait faire rapproche. On tient davantage aux êtres qu'on aime lorsqu'on a été blessé par eux. Les blessures donnent le sentiment juste de l'importance qu'a celui ou celle qui les fait. La souffrance est une lumière à laquelle nous lisons notre secret et celui d'autrui. Les grands sentiments ne prennent conscience d'eux-mêmes que dans la colère ou la douleur. C'est bien démodé, les grands sentiments, dit monsieur d'Audichon. Je ne le pense pas, cher monsieur, riposta Marken. Cette époque-ci, au contraire, est merveilleusement passionnée, et ce pays-ci en particulier. Voyez quelle ardeur on apporte aux luttes politiques. Or, sachez-le, l'intérêt véhément pour la chose publique, la force de la haine et le développement de cette sauvagerie qu'est l'esprit de parti, tout cela coïncide avec une puissance égale d'exaltation amoureuse. La sensibilité ne vibre pas sur un seul point. Être en violence à propos de quelque chose, c'est avoir de la violence prête pour tout, car tout se tient. Vous avez peut-être raison, dit Barrois. En tout cas, la théorie est tonifiante. Ce n'est pas une théorie, reprit Marken en s'animant. Regardez et écoutez autour de vous, cela vaut la peine, et les signes sont multiples de la violence universelle qui cherche ses routes. Les grèves, les revendications, les colères, toutes ces déclamations qui promettent le bonheur pour demain, l'audace croissante des pensées et des espoirs, tout, jusqu'aux crimes passionnels si nombreux, expriment moins un formidable malaise qu'une formidable volonté prête à prendre conscience d'elle-même. Le niveau de la passion humaine s'élève, n'en doutez pas. Chacun veut sentir, aimer, jouir, vivre enfin à tout prix. Bientôt,
Personne n'acceptera plus la contrainte du destin. Tenez, ces gens que nous trouvons absurdes par défaut de critique, les anarchistes, avec leur froide ardeur et leur courage cruel. Ne pensez-vous pas qu'ils soient des témoignages singulièrement forts de l'état de passion où est ce temps-ci? Vous avez lu peut-être, mon cher maître, vous qui apportez à tout une si pénétrante attention, la mort de celui qui l'an dernier a tué un souverain. Il s'est suicidé dans son cachot. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'il avait accepté de commettre ce crime à la place d'un de ses amis que le sort avait désigné. Celui-là, il s'appelait Eric Hansen, s'est tiré 2 balles dans la poitrine en apprenant la mort de l'autre. Je le connaissais un peu, et ce matin même, j'ai accompagné son cercueil à Montmartre. Très bien. Ne croyez-vous pas que des gens qui font des actes pareils, un qui se dévoue et accepte de commettre un crime pour l'éviter à son ami, l'autre qui a un tel sentiment de la responsabilité qu'il se fait justice en se tuant, soient des passionnés et de la plus haute qualité? Jacqueline s'appuya fortement au dossier de sa chaise. André la regardait de loin d'un air d'interrogation. Les propos se croisaient. Ah non, pas d'apologie de l'anarchie. C'est trop bête. Des bandits en somme, rien d'autre. Pas celui dont je viens de vous parler en tout cas, dit Marken d'un accent fort. J'ai eu occasion de le voir assez souvent dans les derniers mois de sa vie. C'était l'âme la plus haute et la plus noble. Il avait une grande culture et une douceur exquise, la pensée la plus lucide et une ardeur de dévouement, une tendresse incomparable. Au Moyen Âge, on canonisait des personnages mystiques qui ressemblaient beaucoup à cet anarchiste-là. Moi aussi, je l'ai connu, articula résolument Jacqueline. Tout ce que vous avez dit est exact, et on pourrait en dire plus encore. C'était un être admirable. Comment, ma chère, est-ce possible? Quelle horreur! Vous avez des relations avec des individus pareils. Au moins leur recommandez-vous de ne pas mettre des bombes chez vos amis. Comment avez-vous su qu'il était mort? Demanda Jacqueline à Marken, pendant que le général de Trois-Bras proposait des moyens militaires et définitifs de venir à bout de cette racaille. C'est mon goût de tout savoir, répondit Étienne, et il m'intéressait si particulièrement. Je l'avais connu autrefois à l'étranger, puis perdu de vue. Je l'ai retrouvé à Bayreuth l'année où... Et depuis ce temps-là, j'ai suivi de loin sa vie. Il avait pour moi une haine singulière qui a cessé dans les dernières semaines. Il a compris qu'entre nous, il y avait la similitude d'une souffrance pareille. Je savais qu'il allait au suicide. J'ai tout fait pour le retenir, tout, inutilement. Il serait mort quelques jours plus tôt s'il ne m'avait pas eu pour parler de vous. Dès que j'ai su la mort de l'autre, j'ai couru chez lui. Mais Monsieur Daudichon interrompit la phrase. Dites-moi, cher monsieur, est-ce vrai ce qu'on m'a raconté tout à l'heure au cercle, que vous fondiez un journal? Oui, c'est vrai, depuis ce matin, répondit Marken. Ce sera un grand quotidien sur le type des journaux anglais, et j'espère y faire bonne besogne. Puisque vous avez la bonne grâce de paraître vous y intéresser, je vous dirai que mon journal a ceci de spécial, qu'il sera entièrement dans mes mains, car je n'aurai ni actionnaire ni commanditaire. Je marcherai avec mes seuls capitaux. Pendant que, de tous côtés de la table, arrivèrent des questions et des espoirs que ce journal-là fût destiné à défendre la société, Jacqueline vit dans les yeux forts de Marken que sa dangereuse lutte était finie et qu'il avait la victoire. Madame d'Audichon se pencha. Ma chère, dit-elle, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Léonora ces jours-ci? Je lui avais écrit, elle ne m'a pas répondu. Est-elle à Paris, savez-vous? Je l'ai vue tout à l'heure, elle partait. Tiens, sans prévenir, quelle drôle de fille. Où va-t-elle? En Amérique. Ah, pardon. Pardon. Où va-t-elle? En Amérique. C'était Marken qui répondait pour Jacqueline. Elle va passer là-bas quelques années, sans doute. C'est très dommage pour nous. Jacqueline lui sut gré de la longue phrase qu'il dit ensuite, à la louange du talent de Léonora.
Elle avait besoin de se taire. Ses propos creux, mettant en fait divers banal le drame dont la peur et la douleur pesaient sur elle, l'avaient écœurée presque physiquement. L'aboutissement de tout l'essentiel, de tout le terrible de la vie à quelques paroles distraites prononcées autour d'une table où on dîne, paré et indifférent, lui apportait l'aride certitude de la vanité des violences, de l'inutilité des larmes. Les épouvantements, les spasmes des consciences, la torture des cœurs en peine, tout cela sert à alimenter 5 minutes la conversation des oisifs, qui oublient avant que l'air ait cessé de bouger au bruit des mots qu'ils disent. Pourtant, ces gens-là ont leur pareil, qui semblaient ignorer toute douleur. Ne pouvait-on pas les faire, eux aussi, crier de désespoir et maudire l'existence? Leur odieuse insensibilité était-elle invincible? Les vaincre, oui. Eric avait eu tort de croire que la peur fût le seul moyen. Il en était un autre plus fort et plus sûr de les tenir, de les dominer. Le succès. C'était Marken qui avait raison. Tous ces mondains qui essayaient leurs pauvres ironies incompréhensives sur des êtres dont ils ne pouvaient deviner la grandeur, c'était le peuple vain, à pensée légère, à égoïsme dur et faible, sur quoi il fallait mettre la main, dont il fallait remuer et contraindre les cervelles vides, auxquelles on pouvait apprendre un langage et dicter des passions. On se levait de table. Jacqueline prit le bras de Marken d'un mouvement dominateur. M'accorderez-vous quelques instants, dit-il. Oui, tout à l'heure, dans la serre. Chacun d'eux regardait devant soi, le visage très calme. Ils avaient prononcé ces quelques mots en remuant à peine les lèvres, comme deux complices qui, dans une foule, échangent un mot d'ordre. Dans le salon, ils se quittèrent. Roustan s'approcha de Jacqueline avec un sourire indécis, un air charmant de crainte et de plaisir. Madame, voilà des mois que je rêve de reprendre notre conversation de l'été dernier. Suis-je importun? Non, pas du tout. Venez par ici. Il la suivit dans la serre. Entre les feuilles de grands paravents, le même fauteuil était placé où, 3 ans plus tôt, elle avait imaginé la mort d'Éric et entendu les mots qui révélaient l'infidélité d'André. Elle s'y assit, indiquant du geste une chaise voisine. Je voudrais bien être certain, madame, que vous m'avez pardonné mes sottises de l'été dernier. Mais sans doute, vous n'avez même pas pris la peine de vous en souvenir. Si, j'ai très souvent pensé à vous, répondit-elle avec un sourire un peu mélancolique, et je vous assure que je ne vous ai pas gardé rancune de cette plaisanterie. Ah, ce n'était pas une plaisanterie. J'ai compris bien des choses depuis notre rencontre. Et alors? Alors, vous ne vous doutez pas des efforts que j'ai faits pour me rapprocher de vous. Et comme j'ai travaillé aussi, je ne dors presque plus. Je dessine la nuit parce que le dessin, voyez-vous, c'est tout. Et puis aussi, avant de vous connaître, j'étais plein de colère contre la société. Je rêvais de grands bouleversements qui remettraient la justice en circulation. J'avais un malaise incroyable. Maintenant, je me suis rendu compte que la vie de chacun peut être belle et utile pourvu qu'elle tende vers un idéal précis. Le travail m'est devenu une joie depuis qu'il conduit à la gloire, et que la gloire, c'est le moyen d'être moins indigne de vous approcher. Je rêve, c'est que je suis très toquée, voyez-vous, d'avoir un jour assez de talent pour que vous vous intéressiez à moi. J'en aurai. Je veux si fort. Alors, ce sera comme un cadeau que je vous ferai et que vous accepterez, avec ce regard que vous avez en ce moment et que je ne mérite pas encore. Vos yeux, quand ils ont cette incroyable douceur, semblent promettre quelque chose de plus prodigieux que tout ce qu'on n'a jamais imaginé. Quelque chose qu'on ne devine même pas, mais qu'on se ferait hacher pour conquérir. C'est bête ce que je dis là, c'est inconvenant, et tout. Mais je vois bien que vous n'êtes pas fâchée. Dites, madame,
Pensez-vous que je vous verrai encore quelquefois? Pourquoi non? Alors, décidément, vous avez un peu d'amitié pour moi? Adieu! Jamais on ne vous a aimé comme je vous aime. Croyez-vous? Dit-elle en renversant sa tête au dossier du fauteuil. Ses yeux se promenaient sur les feuillages lisses d'un grand araucaria dressé au-dessus d'elle. J'en suis sûre. Tenez, hier, je lisais une phrase de Baudelaire qui m'a mis les larmes aux yeux tant elle exprimait bien toute votre personne et ce que j'éprouve. C'est dans un poème en prose. Vous le connaissez naturellement. Voici la phrase. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais elles donnent le désir de mourir lentement sous son regard. Il faut résister à ce désir-là, dit Jacqueline de sa voix souple, dont l'ironie s'affinait de tendresse. Il faut vivre le plus fort possible, avoir beaucoup de talent pour que je sois fière de vous, quand vous m'aurez persuadé que vous méritez mon amitié. Est-ce que ça pourrait arriver, ces choses-là, vraiment? Ah, ce que je ferais pour que ce soit. Voulez-vous faire mon portrait pour commencer? J'emploierai les séances à tâcher de m'habituer à vous. Mais vous serez un gentil garçon bien sage. Ce serait ennuyeux de vous mettre dehors à la troisième pause. Faire votre portrait vrai, si vous saviez. J'en avais un tel désir, je ne pense qu'à ça, mais je le raterai, vous verrez. Ce sera un aveu infect. Quant à être sage, comme vous dites, voyons, vous sentez bien quelle peur j'ai de vous. Vous pourriez me demander des choses extravagantes. Essayez, vous verrez. Bon, alors je vais vous demander deux choses éminemment raisonnables. La première, c'est de venir après-demain à 1 heure déjeuner chez moi. Nous parlerons du portrait. La seconde chose, c'est de donner votre place à mon vieil ami Barrois qui erre près de la porte comme le fauve de l'écriture et qui va sûrement trouver quelqu'un à dévorer si vous l'empêchez plus longtemps de causer avec moi. Roustan se leva avec précipitation et rouge, ravi, les yeux riants dans son masque irrégulier, s'en alla portant sa tête comme font les gens chez qui cette attitude permet aux médecins de diagnostiquer sûrement la folie des grandeurs. Barrois était assis à sa place l'instant qui suivit.